Bon mec, t'as fait quoi pour le 14 juillet? Le 14 juillet, j'étais aux Invalides. Et toi? Moi je sors pas trop le 14 juillet, j'aime pas l'équipe de France, franchement. Mais rassure-moi, tu sais à quoi ça correspond le 14 juillet pour l'histoire de France? Ah oui, bah c'est là où, on a gagné la Coupe du Monde quoi, en 98. Juste une question comme ça, tu t'informes comment toi en termes d'histoire? Bah j'ai eu l'éducation nationale et bon, maintenant je regarde les vidéos de Nota Bene, tu vois. Ouais, je le trouve plutôt objectif, hein, plutôt fiable. Donc en fait, tu connais rien à l'histoire de France, les grandes batailles, les grandes dates. Par exemple, la bataille de Tolbiac, tu connais? Ouais, ça je connais. Ah, tu me rassures. J'y étais, hein, donc, Non, tu peux pas y être. Baudin, c'était il y a 1600 ans. Mais putain, la bataille de Tolbiac, c'est ça avec Clovis. Mais gros, je le connais, Clovis. Ah, bah, quand même. Il était dans ma classe en 3ème. Non, il était pas... Bon, tu sais quoi mec? Attends-moi là, 5 minutes, je reviens. Wesh wesh les amis, il y a des embrouilles comme ça qui ont marqué l'histoire de France. Il y a celle qui a donné lieu à ma naissance. T'es sûr du texte là? Et la bataille de Tolbiac. Donc, asseyez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter la bataille qui a donné naissance à la France. Dorémy Facho, c'est parti pour Histoire 2, premier épisode, la bataille de Tolbiac. Générique. Déjà, pour bien commencer, un peu de contexte dans ce monde de fous. On est sur un bon gros déclin de l'Empire romain. Quand je dis ça, c'est qu'ils sont en Y, avec les problèmes de stabilité politique, les crises économiques, enfin bref, c'est la Maximerdus. Et c'est la période des premières intrusions des barbares à Rome. La ville est en position raqueted depuis 100 ans, particulièrement dans la région de la Gaule, qui se fait piller par les Burgondes, les Francs et le lourd royaume des Visigoths, des solides chevelus qui nous viennent tout droit de la mer Baltique. Après 2-3 tête-tête avec les Romains, les barbares sont repoussés hors de Gaule et se fixent autour du Rhin. Une autre date qu'il faut retenir, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident, qui se prend une gifle de mécanicien le 4 septembre 476 et qui disparaît. Le général romain qui s'est fait bisuter mais qui reste en vie s'appelle Syagrius et règne désormais sur le royaume de Soissons. Bref, on a plusieurs barbares qui commencent à contrôler le game. On va retrouver les Visigoths au sud de la Loire et en Aquitaine, les Burgondes dans la vallée du Rhône, d'ailleurs le nom de Bourgogne vient de là, chapeau lotiste. C'est une astuce. Et enfin, les Francs dans le nord de la Picardie et dans la région de Tournai dans l'actuelle Belgique, qui n'a toujours pas gagné la Coupe du Monde. Et ils ont fait ça tout le tournoi donc. Les Francs sont divisés entre deux peuples, les Saliens et les Rhénans, qu'on appelle les Ripuaires parce qu'ils tiennent les murs dans la région du Rhin. Les deux sont de confession germanique et leur chef est un boss de guerre qu'on appelle le Rex Francorum, le roi des Francs. Et forcément, le Rex Francorum des Francs, on le connaît tous, sauf Baudouin, c'est le maxi solide Clovis, qui est pas du genre à se faire racketter son goûter. Alors, Clovis, il est né vers 466 à Tournai, il est le fils de Childéric, un autre franc salien, et fait partie d'une usine à cacahuètes qu'on appelle communément la dynastie des Mérovingiens. Clovis, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un maxi-queutard, hein. Il a beaucoup de femmes. Mais il y en a que deux qui vont nous intéresser aujourd'hui. La première qu'on connaît pas vraiment mais qui a été utile pour forger une alliance avec les Francs rhénans, et une autre, Clotilde, fille du roi des Burgondes, qui est, mais alors très catholique, hein. Ce sera intéressant pour la suite. Retour à notre histoire. On est donc en 486 et Clovis vient de bisuter le général romain Syagrius. Il prend donc Soissons. C'est là qu'intervient la fameuse histoire du vase de Soissons. On apprend que Clovis fracasse un mec à Soissons, mais on sait pas tellement pourquoi ni comment. En fait, ce vase était celui de l'évêque Rémy. Et à cette époque-là, le but de Clovis, c'est de faire une alliance avec l'église. Donc il veut montrer que dans son territoire, il y a personne qui vient gêner la religion catholique. C'est pour ça qu'il déboîte la tête du soldat, pour remettre le fameux vase à son gars, l'évêque de Reims. Après avoir mis la misère au romain Syagrius, Clovis doit faire face à un peuple, je vous le donne en mille, ce sont les Alamans. Et c'est aussi un peuple de barbares assez vénères, hein, qui contrôle ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Alsace et la Suisse. Ils sont à l'origine de pas mal de raquettes sur des nomades gaulois et se sont déjà embrouillés avec les Francs, mais c'était jamais bien méchant, hein. 2-3 têtes coupées, un festin et tout est oublié. Mais en 496, c'est pas la même. Les Alamans continuent leur pillage à droite à gauche, mais les Francs, eux, veulent fonder un truc clean, une sorte de royaume. Si les Francs avaient été en couple, on aurait dit qu'ils veulent se poser, fonder un royaume, avoir une descendance sans devoir fumer les cousins autour, bref, les Francs veulent donc s'inscrire dans le temps. Et cette année, grossière erreur des Alamans qui tentent d'envahir le territoire des Francs rhénans. Le roi rhénan Sigebert le Boiteux vient demander de l'aide à Clovis pour mener la contre-offensive. Clovis accepte et c'est la bataille de Tolbiac qui oppose d'un côté les Francs unifiés d'une part et de l'autre les Alamans. La bataille en elle-même se passe en deux temps. Dans un premier temps, après une séquence de trash talk version médiévale, Sigebert défend Tolbiac contre les Allemands mais subit beaucoup de pertes. La bataille va bientôt tourner en faveur des Alamans qui enchaînent les écrasements de tête et les balayettes. Voilà, je balaye. C'est la merde pour les Francs rhénans à Tolbiac.
Et là, arrive le boss du fight game, Clovis. Et alors qu'il est en infériorité numérique, il met la misère aux Alamans. D'ailleurs, la légende raconte même que la bataille est tellement violente que Clovis se tourne vers le dieu de sa femme, Clotilde. Je vous avais dit que c'était important qu'elle soit catholique. Et se met à prier Dieu. Je vous mets la prière, vous pouvez mettre en pause pour la lire, mais en gros, je vous la résume. Il dit « Mes dieux m'ont mis une carotte, ils ont fait mourir la masse de mes soldats, si je gagne sur la vie de ma mère que je me convertis au christianisme. » Grosso merdo. Et là, bon, on est dans la légende, hein, mais à la fin de la prière, le roi des Alamans est tué d'un coup de hache au crâne, ce qui va assurer la victoire des Francs. Bon, mais alors vous allez me dire, en quoi cette embrouille entre quelques moustachus est si importante pour le royaume de France? Eh bah, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le moment où on assiste à l'union de deux peuples francs qui permet à Clovis de se lancer dans la conquête du royaume des Visigoths et de former 20 ans plus tard ce qui deviendra la France. Ensuite, c'est la conversion au christianisme de Clovis qui va lier la France à l'église pendant 1600 ans. Et enfin, c'est le début des traditions des sacres de rois de France à Reims, ville de l'évêque Rémy. Bon, cet épisode est un peu romancé, mais il explique pourquoi Clovis va devenir le chef du royaume des Francs et pourquoi il va devenir chrétien. En gros, et pour finir, cette bataille est le lieu de naissance du proto-royaume de France. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Et moi je te dis à très vite pour de prochaines aventures historiques.